chers étudiants, chers invités, chers collègues, je vais de ce pas vous donner la parole à Madame Déborah, qui va partager avec vous certaines de ses expériences dans le domaine de l'ergothérapie. Mon parcours, en fait, je suis ergothérapeute depuis 13 ans. J'ai fait mes études. J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'enfants qui manquaient d'heures de sommeil. Alors, il se développe par le jeu, par les 5 sens que nous avons, et il va aussi grandir par les essais-erreurs. Donc, il fait aussi travailler beaucoup son imagination, et c'est grâce à ça qu'un enfant peut se développer. C'était bien l'école ? Alors, j'ai remarqué aussi qu'il y a une difficulté du suivi scolaire pour les enfants ayant des besoins spécifiques. Donc, les parents m'expliquent que l'enfant qui est en situation de handicap a autorisation d'aller à l'école, d'aller dans une classe, mais l'institutrice le laisse parce qu'elle ne peut pas gérer toute sa classe, plus l'enfant avec les besoins spécifiques. Donc, l'enfant imite. Alors oui, il y a une progression parce que l'enfant imite beaucoup. Donc, les parents trouvent qu'il y a quand même une évolution. Mais il faut savoir, par exemple, qu'en Belgique, on a des écoles spécialisées en fonction du type de pathologie. Le professionnel instituteur va être formé spécifiquement au handicap. Il y a 1 an supplémentaire qui peut être fait pour aller dans les écoles spécialisées. Donc, je pense que là aussi, il y a matière à travailler sur l'inclusion des enfants en situation de handicap et sur leur suivi, surtout. L'ergothérapeute en Belgique va dans les écoles pour les enfants qui ont des besoins spécifiques et aménage l'environnement et explique à l'institutrice ce qu'il faut faire avec l'enfant, comment l'aider, comment le guider, pour qu'il puisse aussi se développer un maximum. Alors, j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'enfants qui manquaient d'heures de sommeil. Alors, il faut savoir qu'un enfant a besoin de beaucoup d'heures de sommeil parce que c'est là que le cerveau va maturer. C'est là qu'il va se reposer. Et en fait, quand j'interroge les parents sur l'heure du coucher, on me dit souvent 22, 23 heures. Je suis n'étant pas née ici, je suis très étonnée parce que c'est vrai que chez nous, les enfants, surtout de 3 ans, comme ça, à 20 heures, ils sont couchés. Alors après, j'ai compris que au niveau de l'organisation, ça n'est pas la même, puisque on ne vit pas dans le même type d'habitat. Les enfants n'ont pas toujours une chambre pour eux seuls. Ils doivent parfois partager aussi le lit avec d'autres enfants, leurs frères et sœurs. Et donc, le sommeil n'est pas aussi réparateur que chez nous. Mais j'insiste pour que les parents essayent de mettre au lit plus tôt leurs enfants. On dit toujours que les heures avant minuit comptent double. Donc là aussi, j'ai une petite vidéo à vous faire passer, si on a le temps. Le sommeil est d'autant plus important que chez l'enfant, il est fondamental pour la constitution du cerveau. On sait que même avant la vie, et au moment de la vie, et les jours suivants, en postnatal, on va avoir un développement du cerveau qui va se faire grâce au sommeil. Et si on prive un enfant de sommeil, il peut avoir des problèmes de sensibilité. Alors c'est tous les sens, la vue, le toucher, l'odorat. Une vraie conséquence du manque neurologique, totalement, vraiment neurologique. Ça veut dire que c'est pas simplement, il y aura mal à la tête, et puis il ne pourra pas suivre en classe. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Ça influence la maturation du cerveau. Et le poids aussi, un enfant qui ne dort pas. Effectivement, parce que le sommeil, alors dans le sommeil, on fabrique son hormone de croissance en début de nuit. Donc si on va se coucher tard, on ne la fabrique pas ou pas bien. Pareil pour l'hormone antidiurétique, cette fameuse hormone qui intervient dans le cycle des sécrétions nocturnes en position 3, après la mélatonine et l'hormone de croissance. L'hormone antidiurétique permet de ne pas uriner pendant la nuit. Donc si on se couche tard, on ne la produit pas, après, qu'est-ce qu'il fait l'enfant s'il reste dans son lit? Il urine dans son lit. Voilà. Alors, j'ai aussi remarqué la surprotection de l'enfant. Donc, j'ai eu une maman hier, super maman, qui m'explique que c'est son premier enfant. Son enfant, il a 6 ans. Et dans sa tête, jusqu'à 10 ans, elle doit tout faire pour son enfant. C'est-à-dire qu'elle doit le laver, lui donner à manger, et elle lui laisse rien faire.
alors qu'il est demandeur. Et donc je lui ai expliqué que l'enfant, pour qu'il se développe, il faut le laisser faire. Il faut justement le laisser se laver seul. Il ne fait pas bien, c'est pas grave, vous serez là pour superviser, lui conseiller ce qu'il doit faire et faire à sa place s'il n'y arrive pas. Mais il faut laisser l'enfant faire. Mettre un enfant dans une bulle, ça n'est pas lui rendre service du tout. Donc je conseille aussi aux parents, c'est de les emmener au parc de jeux, qu'ils voient d'autres enfants, qui puissent se dépenser physiquement, parce que souvent les parents se plaignent d'hyperactivité de leurs enfants. Mais avant de vraiment dire que c'est une hyperactivité, d'abord, il faut laisser l'enfant vraiment se dépenser physiquement. Si on lui demande toujours de rester assis et de ne pas bouger, effectivement, il y a un moment donné où l'enfant aura ce besoin de s'exprimer et de bouger. Donc, les interactions sociales avec les autres enfants sont très importantes aussi pour qu'ils se construisent, pour que, pareil, cet enfant arrive à se faire comprendre par ses parents, mais pas par les autres, parce qu'en fait, il a son propre langage. Et donc, depuis que maintenant il va à l'école depuis 6 mois, ils me disent, il commence à dire des mots en Wolof qu'il ne disait pas. Et j'ai dit oui, parce que les autres enfants, ils ne comprennent pas son langage. Donc, ils vont lui dire, on ne comprend pas. Et donc, il va être obligé de stimuler le langage pour se faire comprendre. Donc, voilà. J'ai remarqué aussi que les croyances culturelles retardent la prise en charge. Je m'explique. J'ai eu une maman qui d'abord m'a demandé mais qui a fait que son enfant est IMC? Qui a fait ça? Elle me dit, je suis allée voir un marabout pour essayer de le guérir. Donc en fait, elle a fait énormément de marabouts pensant guérir l'enfant et ça a retardé la prise en charge. Malheureusement, elle a été abandonnée par le papa suite à ses croyances culturelles que la maman aurait été maraboutée pendant la grossesse. Donc moi, je n'y connais rien sur tout ça. Mais je remarque qu'il y a un retard dans la prise en charge. En fait, elle a traîné pensant bien faire, certainement, mais que ces pratiques parallèles ne peuvent pas toujours régler la santé. Et donc ça, pareil, c'est un sujet sur lequel il faut, je pense, s'attarder. Et d'ailleurs, il y a une étudiante de 5e année de médecine avec qui j'en ai parlé hier, qui va peut-être faire son mémoire là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et cette affiche, je l'aime beaucoup parce que nous sommes des handicapés et non des incapables. Et je salue l'association des personnes handicapées, pour la promotion des personnes handicapées de Ouakam, avec notre vice-président ici, où ils ont justement créé Handicapables. Et le président de AFO, Abbas, propose des services en tchak-tchak de livraison. Et je trouvais vraiment que cette image reflétait l'association pour la promotion des personnes handicapées de Ouakam, qui vraiment se bat pour l'insertion de la personne en situation de handicap, pour sa reconnaissance et pour qu'elle puisse travailler comme tout un chacun. Je remarque aussi qu'il y a une méconnaissance des professions paramédicales qui existent au niveau du Sénégal. Le kinésithérapeute, l'orthophoniste, la psychologue, le neuropsychologue, le psychomotricien et l'ergothérapeute. Ce sont des professions qui ne sont pas encore connues et qui souvent peuvent être conseillées par un médecin. Donc voilà. Le problème, c'est le coût de ces professions. Et alors, le point un petit peu délicat, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Belgique et en France, nous avons droit à l'interruption médicale de grossesse, qui est interdite au Sénégal, sauf si la vie de la maman est en danger. Et Razad m'a aussi confirmé tout à l'heure, m'a ajouté un élément, c'est aussi si la dame a été victime d'un viol. Donc voilà. Alors il faut savoir qu'en Belgique, si durant les examens gynécologiques, on se rend compte qu'il y a une malformation, qu'il y a une trisomie 21, il est proposé aux parents d'avorter. Et ce, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que les parents ont le choix de... En fait, ils sont clairement au courant de la suite.
C'est-à-dire que les médecins avec qui je travaille m'expliquaient que suite à un examen gynécologique, ils se rendent compte qu'un enfant va avoir une paralysie cérébrale assez importante. À part ici soutenir la maman et lui dire vous allez pouvoir être suivi, mais ça va être onéreux et il n'y aura pas spécialement de structure qui pourra accepter l'enfant, il va falloir faire avec. Ils n'ont pas la possibilité de dire il est possible de tout arrêter. Ce sont des choix personnels, ce sont des convictions aussi parfois. Voilà. Mais en tout cas en Belgique, on nous laisse ce choix-là. Et donc le suivi est très rapproché justement pour ça. Ce qui est même devenu un peu angoissant pour les futurs parents, parce qu'en fait, il y a toujours cette peur de qu'est-ce qu'on va m'annoncer ? Quel choix je vais devoir faire ? Voilà. Je devais vous en parler, parce que c'est important, parce qu'il faut aussi que je vous dise qu'on ne retrouve pas les mêmes types de pathologies en Belgique et en France qu'ici au Sénégal. Il y a des pathologies chez nous où il n'y en a quasiment plus, parce que justement, il y a eu ces interruptions de grossesse. Voilà. Alors, quelles sont mes interventions depuis le début de mes consultations, soit 3 mois ? En fait, je remarque que je ne fais pas encore vraiment de l'ergothérapie pure, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sensibilisation des parents par rapport au risque des écrans sur le développement d'enfants. Beaucoup de guidance parentale pour montrer comment on peut occuper son enfant de manière ludique tout en développant ses capacités. Je réponds pas mal de questions que les parents me posent. J'essaye qu'ils puissent transmettre le message aussi aux profs, aux instituteurs. Je donne toujours la possibilité qu'on me contacte. Donc, c'est beaucoup de guidance parentale actuellement. Et après, on met des objectifs en partenariat avec les parents pour emmener l'enfant vers une certaine autonomie. Alors, donc on cible des difficultés que l'enfant a. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, les 2 enfants que j'ai eus hier, le but c'est qu'ils puissent manger seuls. Donc voilà, on a mis ça en place avec les parents. Pour la toilette, sur imitation, toujours sous supervision des parents. Et on réévalue dans 1 mois par rapport aux petits tuyaux que j'ai donnés mais voilà, moi mon enfant n'a pas envie de se laver tout seul, mais il aime chanter. On va passer Alouette, gentille Alouette, on va travailler le schéma corporel, je me lave d'abord la tête, le bras, le ventre, et au moins on travaille le schéma corporel. On travaille aussi sur la sensibilité chaud-froid avec l'eau. On va travailler l'équilibre debout. On va travailler les doubles tâches, être capable de prendre le savon, d'en verser dans sa main. En fait, on travaille plein de choses sur une seule activité. Vous n'imaginez pas, en fait, tous les objectifs que vous faites tous les jours pour faire toutes vos activités. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ?